François Duprat avait milité dans les partis d'extrême droite et à Occident, puis à Ordre Nouveau. Il était ce qu'on peut appeler aujourd'hui un national révolutionnaire. Un militant exemplaire, engagé jusqu'à la mort. Et à ce titre, il est évidemment un des héros de notre combat. L'extrême droite est vraiment marquée jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie par ces trois questions de comment se sortir de l'épuration, comment reconstituer un personnel politique et intellectuel après l'épuration, comment mobiliser la majorité des Français sur la question de l'anticommunisme et comment empêcher la perte de l'Empire. Là, on est vraiment à l'heure des groupuscules, me semble-t-il, et entre autres parce que certains anciens militants d'extrême droite de l'époque de la collaboration et puis des nouveaux qui émergent vont plutôt être instrumentalisés dans le cadre des nouveaux combats et vont se retrouver comme satellites de ces combats, disons pour simplifier en effet, de la guerre froide et de la décolonisation. Et s'ils veulent défendre une identité propre, ils auront plus de mal que dans les années 30. Finalement, en 57-58, l'extrême droite française se présente comme ce qu'on pourrait appeler une mosaïque ou une nébuleuse. C'est-à-dire, au fond, une série de groupements sans réel lien les uns avec les autres, de chapelles qui peinent à s'entendre, même si il y a en quelque sorte des éléments de dénominateur commun, l'anticommunisme, la défense de l'Empire, etc. À l'intérieur du camp anti-gaulliste, un mouvement prédomine assez nettement, c'est Jeunes Nations. Jeunes Nations, qui est la création de Pierre Sidos, ou plus exactement des frères Sidos. Un mouvement Jeunes Nations qui a un peu le vent en poupe en 56-58, avec quelques coups d'éclat. Le siège du comité central du Parti communiste était le théâtre d'incidents graves malgré l'intervention de forces massives de police. Les manifestants, en dépit des projectiles lancés des fenêtres de l'immeuble, parvenaient, après une sorte de siège, à s'introduire dans le bâtiment qu'ils ouvraient alors à la foule. Et deuxième élément important pour Jeunes Nations, c'est que Jeunes Nations est en mesure d'organiser un certain nombre de manifestations au moment de la guerre d'Algérie pour soutenir les soldats français en Algérie. Et Jeunes Nations commence également en 57-58 à recruter à ce moment-là des lycéens et surtout des étudiants. Le bilan de la soirée devait se solder par le chiffre considérable de 107 blessés. Alors, qui est François Duprat au moment où il va aller militer à l'extrême droite? C'est un jeune homme, il est né en 1940, il va prendre sa carte en 1958. C'est une famille de gauche, avec des valeurs de gauche très affirmées, républicaines. Donc lui, il va basculer totalement de l'autre côté. Il va, dès cette adolescence, avoir comme substrat de sa pensée l'antisémitisme. Et c'est là où on va voir arriver ceux qui vont être des figures de proue de la jeunesse de Jeunes Nations, si je puis dire, en particulier Alain de Benoît, François d'Orcival, etc., qu'on va retrouver dans la Fédération des étudiants nationalistes. Il y a quelqu'un qui est quelqu'un de fondamental, qui est Dominique Vénère, qui est un ancien parachutiste, qui dit qu'à l'armée, il a touché du doigt la décadence. Et c'est quelqu'un qui correspond exactement à la formule de Charles Maurras. Nous devons être intellectuels et violents. C'est quelqu'un qui donc envisage toute une révolution idéologique et toute une révolution dans les pratiques de l'extrême droite. Ça va profondément choquer d'autres figures de la FEN. François Duprat, Alain Madelin, Gérard Longuet, Alain Robert, d'autres, mais je prends les noms les plus fameux, qui vont s'opposer de plus en plus. Et alors là, par exemple, on voit une question qui taraude. La nouvelle FEN, si j'ose dire, la nouvelle Fédération des étudiants nationalistes, décide de lancer une campagne contre le service militaire, en disant « pas un homme, pas un jeune pour le régime ». Pour ces jeunes nationalistes, on leur demande de soutenir une position de gauchiste.
Le début des années 60, c'est vraiment le moment où ils peuvent construire une implantation nationaliste à l'université. Et cette implantation nationaliste se met en place, incontestablement, car ces gens maîtrisent la plume, maîtrisent le militantisme, vont pouvoir s'appuyer sur un certain nombre d'étudiants rapatriés, et on observe un maillage territorial et militant important au début des années 60, où la FEN devient une composante. Dans Paris comme en Algérie, la série des plastiquages continue. Aux Champs-Élysées même, hier encore, simple exemple entre des dizaines d'autres, le Figaro était la victime d'un de ces attentats. Si ces manifestations... Alors François Duprat, il est pas exactement dans l'appareil de surface, dans la propagande, effectivement, les journaux de l'organisation armée secrète. Il n'est pas non plus un artificier de l'OAS. Il est quelqu'un qui est dans la zone, qui cherche à structurer intellectuellement l'OAS et à lui donner un appui dans les masses de la métropole. À Paris, en dépit de l'interdiction de toute manifestation sur la voie publique édictée par le gouvernement, certains syndicats et groupements de gauche avaient maintenu leur mot d'ordre de manifestation anti-OAS. À la fin des années 50 et au début des années 60, il y avait réellement un péril, une menace fasciste en France. Liée aux guerres coloniales et en particulier à la guerre d'Algérie. L'OAS se développait, elle avait des pseudopodes dans l'armée, dans la police, chez les barbouzes. Enfin, on a peine à l'imaginer aujourd'hui, mais on n'a pas été loin d'un pouvoir des colonels en France. Bon. Ce qu'on a vu très tôt dans l'extrême gauche, c'est la reconversion de l'extrême droite française, anti-indépendance coloniale, sur le terrain de l'anti-immigration. Bon, et ça a été très très vite perceptible, et nous avions compris qu'il y avait là un terrain fertile pour le développement d'une extrême droite xénophobe, raciste, antisémite en France. Quand François Duprat arrive à Paris en septembre 1959, il a 19 ans, c'est un bon élève, interne au lycée Louis-le-Grand, mais en dehors des enceintes, il est un véritable agitateur. En janvier 1960, Alger se couvre de barricades. En métropole, Jeunes Nations prépare le coup de force. Un réseau clandestin d'environ 350 membres se met en place. Arrêté pour la 4e fois le 14 mars 1960, Duprat est interrogé par le commissaire Raymond de la police judiciaire. Le policier emploie toutes les ficelles de son métier. Le jeune militant est interrogé plusieurs fois et attend 46 heures en cellule. Duprat est finalement inculpé par un juge d'instruction pour complot contre la sûreté de l'État et est incarcéré à la prison de la Santé. Mais après 2 semaines de prison, Duprat recouvre la liberté alors que ses camarades restent incarcérés. Le commissaire Raymond a proposé un marché aux jeunes néofascistes. Rester en prison ou devenir son indicateur, avec la promesse que la justice se montrera le moment venu bienveillante. À partir de ce jour, le commissaire Raymond ne donne pas d'instructions précises à Duprat. Il lui laisse son autonomie, sa liberté d'action, mais celle-ci a un prix. François Duprat vient de faire ses premiers pas dans le monde de l'ombre, et il y prend goût. L'indépendance de 60, vous le savez, n'a apporté ni la paix, ni la richesse aux Congolais, que le rapporte Moïse Tshombe, l'ex-président du Katanga, l'ex-monsieur Tiroir-Caisse, l'ex-monsieur Sécession, l'ex-fuyard, l'ex-exilé, l'ex-co-responsable de la mort de Patrice Lumumba n'a pas été avare de promesses. Mon souci est de faire de ces pays vraiment indépendants. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas prétendre
dire que le Congo était indépendant. L'Afrique centrale devient le lieu de rendez-vous, le nouveau théâtre de la guerre froide. À partir de là, en 1964, le gouvernement Adoula et les Américains derrière lui sont obligés de faire le constat que face aux menaces d'infiltration subversive, pour être très simple et reprendre le vocabulaire de l'époque, du Grand Congo, il va falloir mobiliser quelqu'un qui ait simultanément les moyens économiques, politiques, donc diplomatiques, et militaires, voire paramilitaires, pour enrayer toutes ces bandes d'armées, toutes ces sécessions, réussir à suppléer cette armée nationale congolaise qui n'arrive jamais vraiment à se structurer, même si elle est pilotée par Mobutu. Et la force de Tshombe, c'est que lui, il arrive avec des équipes de mercenaires. Regardez bien ces hommes, ce sont des affreux. Des mercenaires, si vous préférez. Leur métier, c'est la guerre. Et dans le siège de Tshombe vont s'infiltrer différents acteurs anticommunistes qui vont espérer stopper cette guerre froide depuis le Congo. En 1964, à l'été, François Duprat a été condamné pour la reconnaissance de Ligue dissoute de Jeunes Nations à 8 mois de prison avec sursis. Lorsqu'on lui amène sa condamnation, domicile inconnu. Et effectivement, François Duprat part vers le Congo. Il va y séjourner manifestement d'octobre 1964 à octobre 1965 sous un contrat de coopérant de l'UNESCO. On y rencontre des équipages de lignes aériennes, des Européens qui ont envoyé leurs femmes et leurs filles en Europe, des mercenaires qui se cachent. Au Congo, il y a ceux qui partent dans des missions confidentielles avec un label République française, que ce soit tel ou tel service ou bien tel ou tel mandat politique. Il y a ceux qui sont considérés comme des aventuriers, et puis il y a un milieu interlope qui profite de certaines facilités, fausse identité, faux papiers, ou bien tout simplement, il ne faut pas les connaître en France, mais au fond en Afrique, ils peuvent dire d'où ils viennent, et puis des charlatans par-dessus. Donc l'UNESCO, c'est avant tout une extraordinaire couverture pour mener des opérations. Le Congo, à ce moment-là, c'est une espèce d'Eldorado de l'aventure nationaliste. Ce jeune homme, à ce moment-là, a à peu près tout perdu, il faut se rendre compte. Il est condamné. Il a participé à la scission de la Fédération des étudiants nationalistes qui a donné jour à Occident. Mais au tout début de la création d'Occident, Alain Madelin va voir Pierre Sidos et il le convainc que François Duprat est un agent des renseignements généraux. Il se fait exclure. Il avait été exclu de la FEN, il se fait exclure d'Occident. 2 exclusions. Sa mère, au niveau humain, est décédée d'une crise cardiaque. C'était quelqu'un d'une importance fondamentale pour lui. C'est quelqu'un qui était vraiment un élément constituant de sa personne. Son épouse l'a quitté. Il est dans une situation où vous êtes détaché, vous avez perdu vos attaches et il y a le champ des possibles qui est ouvert. Je pensais, je dis bien, je pensais qu'il était parti dans la mouvance idéologique de certains qui, après la fin de l'Algérie française, quand ils voyaient au Congo arriver les Bolchos avec Lumumba et Pierre Moulélé, qui ont été combattre. François Duprat, je ne le vois pas tellement combattre les armes à la main, courir dans la forêt, mais être éventuellement dans un bureau pour faire des papiers ou trouver des slogans de propagande. Sincèrement, conseiller politique de Tshombe, non. Il y a des types chevronnés de 50 ans qui ont fait la lutte anticommuniste en agent double, simple ou triple pendant la guerre, qui ont fait les heures chaudes de la guerre froide, qui ont une véritable expérience de lutte anticommuniste, avec toute l'élasticité du mot, de lutte anticommuniste en Afrique. Sincèrement, on n'attendait pas un jeune homme de 20 ans pour tenir ou un journal ou un bureau de renseignement. Duprat revient dans la mouvance politique vers octobre-novembre 1965. Ses camarades sont dans une aventure politique. On est dans quelque chose, on raconte à l'époque, on fantasme à l'extrême droite sur la possibilité que le candidat Tixier-Vignancourt soit second tour. Si je pense être élu, Monsieur Darget, si aux courses, c'était toujours le favori qui gagnait, mais personne ne jouerait au tiercé. Chacun est dans un élan tout à fait particulier. Vous avez 2 possibilités. À ce moment-là, au niveau humain, je ne suis pas dans la tête de François Duprat, mais c'est vrai que si on se met à sa place, si on essaye de faire cet exercice, soit vous revenez en disant « j'ai été coopérant au Congo et mon contrat est terminé »,
et les autres ont vécu leur aventure et sont dans la politique en tant qu'aventure, soit vous revenez et vous avez été en contact avec la CIA, le SDEC, et vous faites bénéficier vos amis politiques de votre connaissance de tout ce qui est la face cachée de la vie politique. C'est toujours chic d'aller au Congo. On peut s'y embêter à 100 sous de l'heure, transpirer toute la sueur de son corps sous les tropiques, boire du whisky, trouver que finalement c'est quand même pas si bien que ça et c'est pas l'aventure comme on l'attendait, c'est pas le baroud qu'on espérait. On attend le ventilateur plus que Bob Denard parfois, mais enfin bon, à l'arrivée, quand on revient en France, c'est quand même très chic de dire « moi, vous savez, j'étais au Congo avec les services ». C'est exotique, il y a quelque chose. Et puis par-dessus, n'oublions pas que c'est quand même M. Tiroir-Caisse qui ose à faire, que toutes ces petites affaires quand même se monnaient. C'est une manière de trouver de l'argent. À son retour à Paris en 1965, François Duprat affirme tout et plus encore. Il a inventé diverses légendes à son propos, afin que plus personne ne soit capable de démêler le vrai du faux et le faux du vrai. Au fil du temps, il affirme tour à tour avoir été un chef d'escadron, le conseiller politique de Moïse Tshombe, le responsable de sa propagande, le chef de sa police. Il aurait été en contact avec la CIA et même ministre de l'Intérieur. François Duprat intoxique tout un chacun. Les observateurs, les camarades ou les ennemis politiques ont cru sincèrement que Duprat dissimulait une activité barbouzarde au Congo en fournissant en mercenaires le célèbre Bob Denard. Rien n'est moins vrai. Il n'a que de vagues contacts. Ainsi Victor, un ancien mercenaire, explique l'avoir croisé à diverses reprises. Il se connaissait des bagarres du quartier latin. Victor voit bien que Duprat est venu se faire oublier et qu'il aimerait se faire embaucher par les services de Tshombe. Le jeune néofasciste affirme aux mercenaires être arrivé à vendre les mêmes renseignements aux Américains et aux Français. Voilà François Duprat tel qu'en lui-même. Il apprend la débrouille et les magouilles, il fait des coups, heureux d'être plus malin que les autres, et il n'en démordra plus. Dans le climat d'extrême polarisation, créé à la fois par la guerre froide et par le conflit algérien, on a des affrontements réguliers au quartier latin entre les militants de l'Union des étudiants communistes et puis ceux qui la quitteront par la suite pour former les divers groupes trotskistes des années 70 et les étudiants nationalistes. Et la particularité d'Occident, c'est d'avoir concentré en un laps de temps finalement assez court un nombre important de gens qui, par la suite, ont eu des destins politiques qui sont effectivement relativement brillants. Il y a d'abord les deux Alain. Alain Robert, il y a un rapport des renseignements généraux qu'il décrit très très bien, qui explique comment c'est effectivement la star d'une bande de groupies. On suit Alain Robert parce que c'est Alain. Il y a Alain Madelin, dit Mado, qui est quelqu'un d'intelligent, qui a une certaine culture politique et qui est capable de donner un peu de sens à tout ce désordre joyeux. Il y a quelqu'un comme Gérard Longuet. Là, Gérard Longuet, on est plus dans une filière nettement plus construite au niveau intellectuel. C'est lui qui au départ s'occupe de la presse. Après, François Duprat le reprend parce que ça l'ennuie un petit peu, mais qui est quelqu'un qui effectivement a conscience que la politique dépasse un petit peu la question du coup de poing. Et puis, il y a François Duprat. La vie quotidienne d'Occident consiste à chercher la bagarre contre les Bolches. On ne peut pas dire que c'était un chef de guerre, Duprat. C'était plutôt une éminence grise, l'intellectuel de la bande, si on peut parler d'intellectuel en ce cas. Mais en effet, c'était un personnage du décor de cette époque. Mais il y avait effectivement des affrontements fréquents. Une partie relevait du folklore, hein, c'était la fac d'Assas contre la Sorbonne. Et le monde, c'est le quartier latin, quand on est jeune et qu'on est à Occident.
Donc on fait le grand affrontement, on revit à la fois le front de l'Est, contre l'armée rouge, et on fait à la fois la guerre du Vietnam. Tout ça se fait sur le quartier latin. Ça correspond, ça va très très bien à l'essentiel des militants. Il y a implicitement la volonté de contenir la violence pour qu'elle n'aille pas trop loin, et notamment pour qu'il n'y ait pas mort de jeunes. Et là, la culture historique de François Duprat permet d'apporter un plus à Occident. Ce qu'explique François Duprat à ses petits camarades, c'est ce qui s'est passé durant la guerre d'Espagne, c'est ce qui s'est passé durant d'autres conflits du XXe siècle. Qu'à un moment, l'affrontement avec la gauche, et avec ce qu'on pourrait appeler dans le contexte des années 60 l'extrême gauche, permet de semer le désordre dans l'État. Et que dans le grand désordre qui se fait, l'extrême droite peut être la solution à la réaction du désordre. Et François Duprat permet, grâce à cette culture historique, de donner à ses camarades un horizon d'attente à l'activisme qui pourrait paraître un simple activisme vain, et à ce qui est resté quand même, vous noterez, le légendaire d'Occident, ce simple activisme vain, ce simple coup de poing. Le seul problème, c'est qu'en mai 1968, les militants d'Occident fuient totalement les événements. Effectivement, à partir du moment où, pour certains, l'avenir ne passe plus par la baramine et ces aventures de grosses castagnes un peu dangereuses, bon, ils vieillissent, c'est les militants qui vieillissent aussi, certains même d'ailleurs vont se marier et même avoir des enfants. Ce sera le cas d'Hervé Novelli d'ailleurs. Pour certains, donc, il faut passer à autre chose. Longuet n'a pas cessé de faire de la politique, enfin, je veux dire par là, n'a pas abandonné ses idées pour autant. Patrice Gélinet a continué dans un autre domaine, etc. Je veux dire par là, et Devedjian, si on prend Devedjian aussi, Devedjian, il est exclu, il ne va pas non plus arrêter la politique, il va se tourner vers d'autres structures. Et puis il y en a quelques autres qui ont été détectés depuis un certain nombre d'années par ce qu'on appelle couramment une officine. Une officine anticommuniste dirigée par un personnage singulier qui s'appelait Georges Albertini. Alors appuyé évidemment et financé par le patronat, financé également par la CIA. Donc Albertini, en particulier, a récupéré un certain nombre de personnages d'Occident, en particulier Alain Madelin ou Christian de Bonguin, qui est mieux connu sous le nom de Xavier Hofer, qui est un criminologue bien connu. Et tous ces personnages, il va faire travailler également Hervé Novelli, etc. Mais tout ça, maintenant, commence à être établi et accepté, parce que beaucoup de gens n'ont pas voulu admettre ces choses-là à un moment donné. Et puis il va aussi subventionner certaines activités de groupuscules d'extrême droite, qui sont également patronnés par les renseignements généraux de la préfecture de police de Paris, et qui vont être utilisés à la fois comme des troupes anti-gauchistes, après les événements de mai 68, et puis en même temps comme un réseau de renseignement. Et puis également, sous d'autres structures, comme le groupe Intervention Nationaliste, ils vont servir de supplétifs. C'est-à-dire qu'à la commande d'un service de police ou de renseignement, ils vont commettre des attentats, toujours dans la petite guerre anti-gauchiste. Plus anti-communiste, mais anti-gauchiste. En janvier 1967, le mouvement Occident attaque le campus universitaire de Rouen. Un jeune militant du comité Vietnam a le crâne défoncé à coups de clé à molette. Il s'appelle Serge Bollock et son père est commissaire de police. Cette fois, le scandale est national et la police judiciaire parisienne est mobilisée. Cela tombe bien car le commissaire Raymond connaît bien François Duprat. Il est son indicateur depuis 1961. Parallèlement, Duprat est aussi en lien étroit avec les renseignements généraux et il donne la liste des membres du commando à l'officier des RG qui le traite. Patrick Devedjian, Gérard Longuet,
Alain Madelin, Alain Robert, d'autres encore sont arrêtés et incarcérés plusieurs semaines. Une fois libérés, les chefs d'Occident cherchent l'indicateur. Soupçonné, Patrick Devedjian se voit infliger le supplice de la baignoire. Quant à Duprat, il reçoit une correction par les chefs du mouvement et il est exclu. Curieusement, les relations de Duprat avec les renseignements généraux sont avant tout centrées sur ses connaissances encyclopédiques de l'extrême gauche. Il connaît et comprend bien ce milieu. À eux comme à la direction de la surveillance du territoire, la DST, il revend ses informations, son analyse, contre l'équivalent de 400 € par mois. Pourtant, en mai 68, Duprat reste loin des barricades dans son appartement du quartier latin. Tous les soirs, de jeunes étudiants défilent chez lui pour lui faire leur rapport sur les événements, contre quelques billets. C'est ainsi que François Duprat devient une petite agence d'information anti-gauchiste à lui tout seul. À cette époque, Duprat est accro au flipper, un jeu qui ressemble étrangement à une métaphore de son existence. Le positionnement de la question juive à l'intérieur, disons, du logiciel idéologique de François Duprat et de l'extrême droite, c'est une question centrale. C'est ce qui structure toute sa pensée idéologique. On a chez Duprat des variations qui existent au fur et à mesure de sa carrière militante et de ses écrits théoriques. Il y a une chose qui demeure toujours, qui est la croyance dans une conspiration juive, conspiration dont la plateforme territoriale est constituée par l'État d'Israël. Jusqu'à l'irruption du phénomène Faurisson en 1978, le négationnisme est quelque chose qui est distillé à dose homéopathique dans le discours de l'extrême droite depuis bien longtemps, mais qui est finalement assez accessoire. Les premiers articles de François Duprat, sous pseudonyme, traitant de la question à travers les œuvres de Barnes, d'autres révisionnistes, datent de 1962 et on trouvait dans Europe Action de temps en temps, dans les bulletins d'Occident, un certain nombre d'allusions plus ou moins fines au fait que tout ça finalement c'était des histoires. Mais ça n'était pas théorisé. Et là c'était véritablement c'était l'antisémitisme qui transparaissait. Rien plus, rien moins. « 5 juin à l'aube, les avions israéliens foncent sur les objectifs militaires d'Égypte, de Syrie et de Jordanie. » La guerre des 6 jours, par rapport à la représentation d'Israël, est un tournant fondamental, quels que soient les camps politiques. François Duprat, lui, publie un numéro spécial de défense de l'Occident, qu'il écrit quasiment entièrement, qui s'appelle « L'agression israélienne ». Ce texte, au niveau de l'histoire des idées, il est fondamental. Parce que François Duprat est dans un continuum, l'extrême droite, qui est massivement pro-sioniste. Le raisonnement de l'agression israélienne est « il n'y a pas eu d'extermination des Juifs d'Europe ». Ce mensonge a permis aux Juifs d'obtenir la naissance de l'État d'Israël. Israël réalise le véritable génocide des temps modernes à l'encontre des Palestiniens. D'un coup d'un seul, on n'est plus dans le discours qu'avaient jusque-là les négationnistes comme Maurice Bardèche, qui disaient c'est fait pour faire du mal à l'Allemagne, par exemple. C'était un thème très important qu'on retrouve chez Bardèche, chez Racinier, la défense des Allemands par rapport aux Juifs. Ça passe pas forcément bien dans la France ou dans l'Europe occidentale des années 60, la défense des Allemands. Ça marque encore l'extrême droite comme traître. Duprat va imposer l'antisionisme au sein de l'extrême droite, et cet antisionisme, il le connecte à d'autres éléments. Il le connecte à l'antisémitisme et il le connecte, pour la première fois, au négationnisme. Agression caractérisée, disent les Arabes. Riposte préventive, rétorquent les Israéliens. Il sent bien que l'évolution internationale, que les guerres israélo-arabes vont participer à la diffusion du négationnisme. Le moment de ce numéro de l'agression israélienne, évidemment qu'il marque... Il marque cette histoire et un début de diffusion, parce que c'est un numéro exemplaire par rapport à toute cette instrumentalisation du discours. Le négationnisme, Pierre Vidal-Naquet avait une formule qui disait c'est une secte. François Duprat fait un peu partie des fondateurs de la secte, si on veut. Ça, effectivement, ça fonctionne un peu comme une religion. Duprat va être de ceux
qui vont voir dans le négationnisme un élément majeur pour la reconstruction des extrêmes droites. Il est persuadé qu'il y a un révisionnisme, il ne parle pas évidemment de négationnisme, un révisionnisme qui est indispensable à produire dans le cadre du combat des idées, du combat dans le champ culturel, pour réhabiliter les régimes autoritaires et totalitaires de la Seconde Guerre mondiale et pour pouvoir permettre la reconstruction des extrêmes droites en Europe occidentale. Cette brochure, elle est fondamentale déjà, la brochure « 6 millions de morts, le sont-ils réellement ?», dans l'histoire du négationnisme. Pourquoi? Parce que c'est une brochure qui provient de Grande-Bretagne. L'auteur, Richard Harwood, qui est en fait Richard Verral, est au sein de l'équivalent du Front National en Angleterre. C'est une brochure qui est diffusée par François Duprat en 1976, en février 1976, par le biais des cahiers européens. François Duprat étant persuadé que la résurgence du nationalisme en Europe passe par une diffusion du négationnisme, il décide de jouer un gros coup. Crime contre l'humanité. Les accusés ont persécuté leurs adversaires politiques, ainsi que des minorités raciales ou religieuses. Ils ont exterminé des collectivités ethniques. Et ça va être une brochure qui va avoir une diffusion assez extraordinaire, dans le sens que non seulement ce seront des lecteurs des cahiers européens, des hommes qui se revendiquent d'extrême droite qui vont la lire, mais ce sont aussi des hommes comme des journalistes au Monde, Pierre Vention-Poutet qui va la recevoir et qui va être effaré par cette brochure, il va la recevoir dans sa boîte aux lettres. Il va écrire une chronique en juillet 1977 dans Le Monde, qui s'intitule « Le mensonge », où on sent qu'il y a un véritable choc. Et il va se dire qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'en fait, on se rend bien compte que Pierre Vention-Poutet et d'autres s'inquiètent avant tout pour les générations à venir. Qu'est-ce qui va se passer? Mais le président a posé une première question. Les accusés plaideront-ils coupables ou non coupables? Là-dessus, ils sont tous d'accord. Non coupables. Si on se met à croire à cette idée du négationnisme, on a lu une brochure de François Duprat, on y croit. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tous les États mentent. Ça veut dire que la justice a menti. Ça veut dire que l'enseignant qui vous raconte cette affaire vous ment. Ça veut dire que les films sont faux. Ça veut dire que tout est aux mains, effectivement, du complot. Et vous êtes, vous, non plus, les 4 pauvres militants de 20 ans, un peu hagards, au banc de la société, pointés du doigt, avec votre croix celtique abandonnée. Vous êtes les combattants de demain, ceux qui vont rétablir la liberté sur le monde. D'un coup d'un seul, c'est quand même un peu plus sympathique. Ça a quand même une autre apparence. Donc, il offre un mythe mobilisateur extrêmement puissant à ses militants et une manière de s'unifier. Donc on sent qu'à ce moment-là, on est en 1976, que la diffusion du négationnisme est importante idéologiquement et qu'elle a d'autres moyens. Et ces autres moyens les acquiert essentiellement par François Duprat. Nationalistes de tous les pays, unissez-vous. C'est là un des cris de guerre de François Duprat. Jean-Marie Le Pen lui a souvent emprunté. En 1966, Duprat intègre la Ligue anticommuniste mondiale, financée par des régimes anticommunistes et soutenue par la CIA. Cette ligue est mondialement active dans les coups tordus de la guerre froide, et cela permet à Duprat d'obtenir quelques financements, entre autres pour le mouvement Occident. Mais il n'y a pas que l'anticommunisme. L'agression israélienne, le texte antisémite majeur de Duprat, est aussi diffusé en Italie par Franco Freda, l'idéologue et l'esthète de la vague terroriste qui ensanglante ce pays. L'un des groupes italiens les plus radicaux est Ordine Nuovo. Interdit à cause de ses activités terroristes et pour reconstitution du parti fasciste, il sert de modèle aux Français. Quand, en 1976, Duprat rédige un plan de coup d'État, il travaille avec l'un de ses chefs, qui s'est réfugié en Espagne. Duprat affirme aussi être en contact avec le Parti populaire syrien, dont il apprécie le style fasciste et qui est farouchement antisémite. Selon des sources en provenance du renseignement français, il aurait obtenu des fonds libanais grâce à la délégation de la Ligue arabe à Paris. L'ancienne direction de celle-ci dément le soutien financier, mais reconnaît avoir été en contact suivi avec Duprat. Enfin, une rumeur insistante affirme que Duprat vendrait au service de renseignement français des informations sur ses relations internationales. Duprat est typiquement un homme de son époque, quand les actions ont des tiroirs, les convictions un double fond. Dans ce jeu dangereux, une question s'impose. Qui utilise qui? Mais une chose est sûre,
François Duprat est un maillon de la chaîne de l'internationale fasciste. L'ordre nouveau est décidé à étendre la lutte contre le marxisme, le gauchisme et le gaullisme.